Ma principale source d'inspiration, ce sont les clients de la SNCF. Ils ont à cœur de nous faire progresser et nous écrivent beaucoup. Je me suis dit qu'il y avait de nombreuses possibilités pour leur apporter plus de sérénité en les connaissant individuellement, pour leur apporter des solutions personnalisées. Puisqu'en fait, cette méthode demande à faire confiance à l'équipe projet et surtout à accepter que le seul valideur des maquettes, c'est le client. La satisfaction client, c'est vraiment au cœur de la conception de Billy. C'est un vrai parti pris que de se dire c'est le client qui va guider, qui va driver le développement de mon projet. Chez Renault, on essaie de construire plutôt des produits user-centriques que car-centriques. Revenir initialement aux besoins de l'utilisateur avant même d'imaginer les fonctionnalités du produit digital, c'est quelque chose qui nous a semblé primordial. Voilà. M'ont rejoint sur scène donc les 3 porteurs de projet. Bonjour à tous, merci d'être là. On commence avec vous, Adèle Larue de Charlus, chef de projet digital chez Engie. Vous avez mené le projet Billy, qui est en fait une refonte de l'espace client et qui donne beaucoup plus d'autonomie aux clients. C'est ça. En fait, donc Billy, c'est l'espace client qui est destiné aux clients B2B d'Engie. Donc ça peut être des entreprises, des collectivités, des syndics, des copropriétés par exemple. Et cet espace client, il a vraiment été modelé entièrement pour le rendre totalement modulable. C'est-à-dire que concrètement, à d'autres espaces clients où il y a un espace client par société, là, ça va être un espace client par individu qui va pouvoir mettre dans cet espace client tous les sites qui l'intéressent. On sait qu'on a des clients qui gèrent des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz pour un site, mais aussi d'autres clients qui gèrent plusieurs sites en même temps. Donc là, la personne va pouvoir se créer son espace client avec les sites qui l'intéressent et pas s'encombrer des autres sites qui l'intéressent moins. La deuxième grosse particularité de cet espace client, c'est que en fait, c'est que vraiment le client va être totalement autonome pour faire ses démarches et pour avoir la main sans avoir nécessairement à rappeler un conseiller voilà, pour aller plus vite en fait. Oui, en gros, exactement, ça a été vraiment créé comme le troisième homme de la relation client, c'est ce que nous on dit chez nous, en complément du binôme conseiller clientèle et conseiller commercial. Et donc voilà, c'est un espace qui est disponible 24 heures sur 24 et plus simple d'accès pour lui. Et on verra aussi dans un second temps comment les collaborateurs ont dû accepter cette troisième personne si je puis dire, au sein de l'entreprise. Rémi Lacmèche, merci d'être là. Vous êtes Digital Delivery Manager chez Renault Digital et vous avez conçu l'ensemble du projet de l'application MyRenault qui permet de gérer sa voiture et les services liés depuis son smartphone. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, bonjour à tous. Donc MyRenault, c'est un produit digital qui est modélisé par un site web et une application mobile. Ce produit il se modélise en 3 axes majeurs. Il y a un premier axe qui est une partie assez traditionnelle de type espace client, où nos utilisateurs ils vont pouvoir ajouter leur véhicule dans un garage virtuel, on va pouvoir retrouver le plan de maintenance du véhicule, des conseils d'usage et les manuels d'utilisation du véhicule. Jusque-là, rien de plus classique dans un espace client. On va avoir un second axe qui va être l'axe le plus important, qui va se modéliser essentiellement sur l'application mobile et qui est vraiment la vitrine du constructeur, qui est toute la partie services connectés. Donc quand on parle de services connectés chez Renault, on parle vraiment de services qui sont connectés au véhicule et pas à Internet. Ça veut dire que la traduction, c'est que je vais pouvoir piloter mon véhicule depuis mon application smartphone dans ma poche. Donc typiquement, pour donner un exemple assez concret, en 2018, on a énormément travaillé sur les véhicules électriques et on a présenté une première version de l'application au salon de l'automobile à Paris. Et si j'ai ma Zoé, depuis mon smartphone, je vais pouvoir gérer mon planning de charge à distance. Donc typiquement, optimiser mes recharges si j'ai un forfait électrique heure creuse. Je vais pouvoir gérer ma climatisation à distance. Donc dire qu'à 18h, je vais arriver dans mon véhicule et que je vais pouvoir le préconditionner à 21 degrés. Donc typiquement, l'hiver, il va chauffer, l'été, il va refroidir. Je vais pouvoir également me faire accompagner dans ma mobilité grâce à la disponibilité des bornes de charge en temps réel ou à de la planification de trajet. Le troisième axe du produit MyRenault, ça va vraiment être justement se servir des données connectées pour alimenter des partenariats forts. Donc nous, notre stratégie, c'est de dire que si on veut se démarquer des GAFA, typiquement, si je peux les citer, les Google Maps ou les Waze, les choses qu'ils ne vont pas avoir et que nous, on va avoir, c'est les données connectées des véhicules. Si je reprends l'exemple des véhicules électriques, un Google Maps ou un Waze, il ne va pas avoir votre autonomie, votre consommation en temps réel ou l'autonomie de votre véhicule. Donc nous, ces données-là, ça va nous permettre de rerouter nos utilisateurs
utilisateurs vers des bornes de charge ou vers des points d'essence avec du partenariat, des tarifs dédiés et pouvoir justement mieux orienter nos utilisateurs et faire en sorte que dans notre produit, ils retrouvent des features qu'ils retrouveront nulle part ailleurs. Donc notre enjeu, il est vraiment sur tirer des véhicules, des données connectées qu'on va pouvoir fournir à des partenaires qui vont nous permettre de sortir des features dans notre produit qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Voilà, une offre assez complète. Enfin, un projet autour de la mobilité, cette fois-ci, Yannick Combourieux, vous avez aussi créé, c'est aussi une application pour le compte de la SNCF qui a pour ambition de regrouper tous les types de mobilité en un seul lieu. Oui, voilà, c'est ça. Donc, notre projet, c'est de créer en fait ce qu'on appelle un assistant personnel de mobilité. Donc, c'est quoi un assistant personnel de mobilité? Donc, déjà, c'est une évolution de l'application SNCF que j'imagine et j'espère beaucoup d'entre vous ont dans leur poche. Derrière, en fait, on est parti du constat qu'on avait un vrai enjeu sociétal autour de la mobilité urbaine. On voit qu'aujourd'hui, les gens passent en moyenne 1h20 de leur temps par jour sur le trajet domicile-travail, qu'on a un niveau de congestion en fait, qui augmente dans les grandes agglomérations urbaines. Il y a 20% de plus de bouchons sur les 5 dernières années. Donc voilà. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui nous font dire qu'il faut changer un peu la façon dont on gère les déplacements du quotidien. Donc en fait là-dessus on va s'appuyer sur des choses, aujourd'hui on a pas mal de solutions à disposition pour se déplacer. On a les mobilités un peu traditionnelles, tout ce qui est transport en commun, on a le RER, on a le tramway, on a les bus, etc. Donc ça c'est une première base et on voit que depuis quelques années commence à émerger ce qu'on va appeler les nouvelles mobilités. Donc il y a quelques années, on a vu débarquer les offres de VTC. On a de plus en plus d'offres qui s'ouvrent. Et là, un peu plus récemment, on a l'essor des véhicules en libre service. Donc les véhicules en libre service, c'est les trottinettes, les vélos, l'autopartage, etc. Donc on voit qu'on a tout un panel de solutions qui s'ouvrent. Mais donc c'est une bonne nouvelle, parce que du coup ça va nous permettre de décongestionner. Par contre, ça crée de la complexité pour le client. C'est-à-dire que le client, du coup, pour utiliser toutes ces mobilités, il va devoir se retrouver à installer X applications correspondant à chacun des fournisseurs. Donc l'enjeu qu'on a nous derrière avec l'assistant personnel de mobilité, c'est finalement de pouvoir proposer au sein d'une même application toutes les étapes qui permettent de se déplacer. Donc de la planification, du paiement avec un seul compte client et la validation, donc que ce soit via du NFC ou via du code barre 2D pour déverrouiller une trottinette. Et ça sur l'ensemble des mobilités, donc de pouvoir intégrer, de devenir une plateforme ouverte qui va intégrer donc toutes ces mobilités, les transports en commun, les vélos en libre service, des VTC, etc. Donc voilà un peu le projet qui est derrière. Merci beaucoup Yannick. Alors on commence avec vous Rémi. Dans le cas de MyRenault, ce qui est intéressant, c'est que historiquement, dans le monde automobile, on a eu tendance à faire des produits plutôt tournés autour car-centric, comme vous l'avez dit dans la vidéo d'introduction. Et là, pour le coup, c'est vraiment le client qui a été le point de départ du développement de cette application. Exactement. Donc moi, je suis rattaché à Renault Digital et Renault Digital, c'est l'entité et la filiale du groupe qui vise à accélérer la transformation digitale. Il s'avère que nous, on est carrément dans un pôle. Moi, je suis rattaché à un pôle qui est le pôle expérience utilisateur. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment introduire la notion d'expérience utilisateur et de justement produit user-centrique au sein des projets Renault Digital. Donc comment ça se modélise dans l'application MyRenault? Ça se modélise de la façon suivante. On a 4 parties prenantes pour la conception et la récupération du besoin au sein du projet. On a une première partie qui va justement être chez Renault Digital, qui va vraiment tourner autour de l'étude utilisateur et d'arriver à récupérer les besoins utilisateurs. On a fait une grosse étude ethnographique qui vise justement à comprendre ce qu'attendent les gens de l'usage de leur véhicule et du lien entre le smartphone et le véhicule. On a une seconde partie qui va vraiment être sur la partie data analytics, c'est-à-dire comment les gens utilisent nos produits. Grosso modo, si je peux un petit peu vulgariser, c'est où est-ce que ça clique, où est-ce que ça clique pas sur l'application mobile, quelles fonctionnalités on doit garder, quelles fonctionnalités on doit tuer. On a enfin 2 dernières parties. La première, ça va être la partie ingénierie au sens véhicule, à savoir techniquement, qu'est-ce qu'on peut récupérer des voitures, comment on peut interagir avec. Et la dernière partie, ça va être la partie vraiment métier, donc qu'est-ce qui va rapporter du business pour la société. Et notre stratégie est de se dire, remettre l'utilisateur au centre, c'est dire qu'est-ce qu'il attend au travers de nos services, comment on peut lui faciliter la vie et qu'est-ce qui va générer de l'usage, comment il utilise nos produits, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit tuer, qu'est-ce qui est un enjeu business pour la société et qu'est-ce que nous permet la technique dans les voitures. Et la convergence de ces 4 rôles au sein de notre équipe projet, c'est une stratégie produit multicanal qu'on va mettre en œuvre et qu'on va décliner dans un plan projet assez traditionnel de façon agile.
D'accord. On l'a dit ce matin, hein, évidemment, intégrer le client au début du design d'un produit, c'est évidemment quelque chose qu'on voit dans pas mal de projets. Comment, dans votre projet, Billy, vous avez intégré dès le début le feedback du client ? Oui. C'est vrai que, comme le disait Rémi, nous on a vraiment intégré le client au centre du projet. Concrètement, comment ça s'est manifesté? C'est qu'on a créé un groupe de travail avec une dizaine de clients qui étaient assez représentatifs de tous nos clients. Et on les a interrogés soit tous ensemble, soit de manière individuelle au début. Mais ensuite, à chaque phase du projet, à chaque fois qu'il y a un parti pris qui a été décidé, on a fait tester par les clients. Alors évidemment, c'est une contrainte qu'il faut prendre en compte dans la création du projet. Puisque ça peut pousser à du coup modifier certaines choses qu'on avait prévues, du coup revenir en arrière, recommencer, mais au moins on est sûr d'avoir un produit qui correspond vraiment aux besoins du client. Et en fait voilà, c'est quelque chose qu'on continue même en phase, même après le lancement du projet, on continue d'interroger le client à chaque évolution, soit en amont dans tous les cas, et avant la mise en production pour tester ce qui a été fait. Et voilà, mais ça continue aussi même une fois que le produit est sorti et est en ligne, puisqu'on a maintenant des outils d'enquête en ligne qui vont nous permettre d'avoir des feedbacks très précis au moment même où le client utilise l'espace client. Et évidemment, comme tu le disais, on utilise aussi tout ce qui est data analytics pour bien suivre où le client va, ce qu'il clique, ce qui est utilisé, ce qui n'est pas utilisé. Et Yannick, vous, dans votre projet, comment est-ce que vous avez justement intégré la voix du client dans le quotidien des collaborateurs ? Alors comme ce qui a été dit juste avant, la voix du client, c'est effectivement très important. En fait, on se dit qu'il y a trois types de façons de recueillir du feedback. Il y a ce que le client va venir nous dire proactivement. Il y a il y a nous-mêmes qui allons aller vers le client pour savoir ce qu'il veut et finalement ce qu'on va pouvoir observer en termes de comportement client sur les interfaces. Avec la data. Avec la data. Donc sur la première partie, alors déjà on a de la chance, c'est qu'on a une application, on a un store. Donc c'est une mine d'informations sur des voies d'amélioration possibles. On a complété ce dispositif store par un certain nombre de points de contact dans l'application où le client peut nous remonter du feedback. Donc ça c'est un premier point. Puis on vous note aussi dans les applications, dans les oui voilà stores, exactement. Des feedbacks. Ouais. Exactement. Derrière. En phase de conception, en fait, et même pour savoir comment on doit faire évoluer l'application, on va aller chercher l'avis du client. Donc on a des dispositifs un peu classiques, des panels utilisateurs, etc. Bon, il y en a un que j'aime bien, c'est le guérilla test, en fait. Donc c'est là où on envoie, parce que finalement l'enjeu, c'est de réduire la distance entre le client utilisateur final et la personne qui va faire évoluer. Donc, pour faire ça, en fait, on envoie nos équipes sur le terrain. Alors, il se trouve que, en tant que SNCF, on a plein d'endroits où on peut rencontrer le client. Donc, on envoie nos designers, on envoie nos product owners sur le terrain, et ils vont au contact du client, leur demander leur feedback. Donc, ce sont le client en situation de voyage, potentiellement leur proposer des prototypes, leur montrer des choses. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et après, il y a effectivement toute la partie data analytics, sachant qu'aujourd'hui, en plus, on a des outils qui sont assez poussés. C'est-à-dire qu'historiquement, on avait tous les outils un peu classiques qui permettaient de monitorer quelle audience arrive sur notre page principale, quelle audience va sur telle page, etc. Là, aujourd'hui, on a des véritables outils de UX Analytics où, en fait, on peut voir de façon très visuelle comment le client interagit avec l'interface. Donc, en fait, on a, par exemple, des cartes de chaleur. Donc là, on voit une page de l'interface, on voit les endroits que le client voit. On voit les endroits où le client interagit, ce qui nous permet d'ailleurs, nous, de corriger nos tirs. Par exemple, on se rend compte des fois que le client va essayer de cliquer sur un endroit qui n'est pas du tout interactif. Donc ça nous fait dire qu'il n'a peut-être pas bien compris l'interface. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'on intègre dans cette boucle d'amélioration continue, en fait. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, les projets qui ne s'arrêtent jamais. Adèle, on parle évidemment de l'axe client, mais c'est un peu indissociable de l'axe collaborateur, dont on parlera aussi tout à l'heure. Mais si on n'arrive pas à intégrer les collaborateurs sur ces nouvelles solutions, il n'y a pas, on dit en anglais du onboarding, finalement, on ne peut pas donner une meilleure expérience client, enfin un meilleur service au client,
Donc il y a vraiment cette nécessité d'intégrer justement les collaborateurs sur ces questions-là. Oui, effectivement, chez nous, c'était vraiment important de l'avoir, d'intégrer le collaborateur même au sein pendant le lancement du projet. On n'a pas eu trop de difficultés à l'intégrer parce que nos collaborateurs se sont assez rapidement rendus compte de l'avantage que ça serait pour eux, étant donné que du coup, l'espace client, laissant beaucoup d'autonomie aux clients, ça allait leur libérer eux-mêmes un peu de temps pour avoir des actions à un peu plus forte valeur ajoutée pour mieux satisfaire le client. Donc, et se débarrasser de toutes les actions un peu redondantes. Et voilà, exactement, mais qui prenaient énormément de temps. Maintenant, c'est sûr que cet interne, il faut continuer à l'impliquer à chaque étape et à l'informer surtout de chaque évolution qu'on met en production pour qu'il puisse s'en servir aussi comme d'un atout concurrentiel et bien comprendre tout ce que le client peut avoir à disposition. D'accord. Et maintenant, j'ai une question au niveau de l'organisation, Rémi. Chez MyRenault, c'est à peu près 40 collaborateurs qui sont en ce qu'on dit full agile scrum. Hein, c'est un peu des termes un peu barbares, mais voilà. Précisément, qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous assurer que ces process restent agiles, c'est-à-dire qu'il y a encore que ces process continuent à avoir une forte valeur ajoutée et qu'on continue à être dans quelque chose d'efficace? C'est une super question. La première chose, c'est que déjà, on se fait accompagner en termes de coaching. Chez Renault Digital, on a un vrai pôle d'expertise sur la partie agile, donc on se fait accompagner. Nous, on est vraiment convaincus que les projets sont faits par des hommes au sens être humain, dans le sens où on cherche vraiment des gens qui vont être impliqués. Les équipes projets sont constituées de plusieurs profils. Il va y avoir des internes Renault Digital qui ont été recrutés avec un œil vraiment extérieur sur le monde de l'automobile. C'est mon cas par exemple, je n'avais pas du tout d'expertise sur la partie automobile. On va avoir des internes Renault qui vont vraiment apporter une expertise métier que nous on n'a pas. Qui vont nous expliquer comment fonctionnent les voitures, comment on construit une voiture, et ça c'est vraiment important. Et on va avoir de l'expertise qu'on va aller chercher à l'extérieur, expertise qu'on ne possède pas en interne malheureusement. On va veiller à ce qu'à chaque itération de développement, donc à chaque sprint, nous typiquement on fait des sprints qui durent 3 semaines, on livre une version incrémentale du produit et à chaque sprint on veille à ce que l'équipe se sente à l'aise avec les pratiques et justement se sente à l'aise avec les process qu'on a mis en termes d'agilité. On va demander une métrique qui est assez simple et que nous on appelle dans notre jargon le kiffomètre. Donc on va demander à la fin de chaque itération que les gens votent sur leur kiff du sprint, oui. Sur 5, est-ce qu'ils sont à l'aise avec les pratiques agiles, est-ce qu'ils sont contents de venir au travail, est-ce qu'ils aiment le produit sur lequel ils travaillent, et sinon, est-ce qu'ils ont des suggestions d'amélioration, parce qu'on considère que les gens qui travaillent sur le produit, c'est les premiers utilisateurs de ce produit-là. Donc c'est comme ça qu'on s'assure, par une boucle de feedback de nos utilisateurs, qu'on arrive à respecter, à ce que tout le monde partage les process et les bonnes pratiques. La seconde chose et le second élément de réponse qui, pour moi, est très important, c'est que si l'agilité permet bien une chose, c'est d'essayer de faire des produits de qualité. Nous, on est très vigilants sur la qualité parce qu'on veut être fiers de ce qu'on montre le dimanche dans notre poche à notre belle famille. C'est le cas. Et dans ce cadre-là, on a des gens qui sont dédiés au fait de tester l'application mobile. On parlait tout à l'heure de boucle de feedback. On essaye d'avoir du feedback de nos premiers utilisateurs, c'est-à-dire d'une communauté d'à peu près 100 bêta-testeurs en interne sur l'application mobile. Donc toutes les 3 semaines, on livre une version de l'application. On a 100 bêta-testeurs internes qui peuvent, via un petit outil, on secoue son smartphone, on nous remonte une suggestion d'amélioration ou un dysfonctionnement, une anomalie. Donc on essaie d'avoir tout de suite du feedback des premiers utilisateurs qui sont les collaborateurs Renault. Et la seconde boucle de feedback, qui pour nous est très importante, c'est qu'on travaille avec une société externe qui fait du crowd testing. C'est-à-dire que on a fait une itération de développement, on a développé 1 ou 2 features, on a fait une deuxième, pareil, on en a fait 3-4. On se dit qu'on a une première version de l'application qui peut peut-être être lancée dans un pays et qui apporte de la valeur à nos utilisateurs. Avant de la mettre dans les mains des utilisateurs dans le pays, avec ce partenaire externe, on va le donner en avant-première à des utilisateurs. Et ces utilisateurs, c'est des gens qui sont comme vous et moi, mais qui font du test en complément de leur activité salariée et qui sont rémunérés aux bugs trouvés. Donc autant dire qu'ils sont plutôt déterminés à faire crasher notre application. C'est un bug bounty. Exactement. Ce qui nous va bien. Donc on essaye de la part de ces premiers utilisateurs, en avant-première, qui ont des Renault, qui vont utiliser la voiture, les services connectés, interagir avec la voiture, lancer des climatisations, d'avoir une boucle de feedback sur leur ressenti. Et c'est eux, nos premiers utilisateurs, qui sont en plus plutôt des power users et qui vont pousser l'application aux limites. Donc c'est comme ça qu'on s'assure de dégager de la valeur à chaque itération.
Merci. Yannick, vous, dans votre équipe, c'est 60 personnes qui travaillent, qui contribuent à l'évolution de l'assistant personnel de mobilité. On parle alors d'agilité à l'échelle. Comment est-ce que vous avez mis ça en place à la SNCF ? Alors tout à fait, c'est-à-dire que si on reprend un peu les basiques de l'agilité telle que by the book, on va dire, c'est quelque chose qui marche bien pour une équipe de 8-10 personnes. Quand on a des besoins en fait, de sortir des choses plus rapidement, eh ben on va chercher à mettre en place ce qu'on appelle l'agilité à l'échelle. Alors comment ça s'est dessiné chez nous ? Alors la première étape, en fait, c'est de savoir où on va. Donc c'est de se dire, ce groupe de 60 personnes, vers où on veut l'emmener. Donc on va définir une vision, ce qui d'ailleurs va être un bon artefact de communication avec les sponsors, avec nos stakeholders externes. Et donc du coup, on va se définir où est-ce qu'on veut aller. De cette vision, on a défini des missions. Et on s'est dit que l'application, elle avait 4 missions principales. Et en face de chaque mission, on a mis une équipe. Donc on a mis ce qu'on appelle une squad ou une feature team, qui est un peu le terme qu'on utilise. Une feature team, c'est quoi ? C'est une équipe pluridisciplinaire qui a toutes les compétences qui permettent de délivrer la mission. Donc il y a des designers, des développeurs, des product owners pour gérer tout ça, des personnes qui sont en charge des tests. Donc en fait, on a 4 squads qui sont autonomes pour accomplir leur mission. Et que donc du coup on a 4 squads. Donc le risque, c'est le désalignement. Donc c'est là-dessus aussi qu'on travaille. Et ça, en fait, on a plusieurs méthodos, mais en gros tous les 3 mois, on se pose pour se dire quelles sont nos priorités. On regarde en fonction de comment le marché a évolué, de là où on veut aller, de ce qu'on a réussi à faire, de ce qu'on n'a pas réussi à faire. On se repose sur les priorités. On les fait valider justement par les instances de direction, on le redescend à l'équipe et après on réunit tout le monde autour de ce qu'on appelle le Release Planning Day. Donc en fait on met toutes les forces vives de l'application dans une même pièce pendant une journée. En fait chacun définit sa roadmap, gère les dépendances parce que quand on a 4 équipes qui travaillent en même temps sur une même base de code, on a forcément des dépendances et c'est un peu comme ça qu'on règle nos problématiques d'agilité à l'échelle. Alors assez rapidement, je voudrais vous demander à tous les 3, vous posez cette même question. Vous êtes tous dans des entreprises du CAC 40. On peut imaginer que ça peut créer certaines inerties parce que des structures hiérarchiques assez conséquentes. Voilà. Est-ce que vous avez pu, de par l'ampleur de votre structure, rencontrer des obstacles dans vos projets, des choses que vous avez dû surmonter ? On imagine que oui. Clairement, chez nous, le plus gros obstacle, c'était l'organisation. On en a parlé, je pense, tous. Il a fallu se réorganiser en mode agile pour avoir des sprints courts, pour travailler au plus proche des développeurs, ce qui n'était pas le cas avant, où on était plutôt sur des processus en V, ce qu'on appelle en V, où du coup, pendant longtemps, on ne parlait pas aux développeurs, et puis après, on arrivait à quelque chose qui n'était pas forcément ce qu'on avait prévu à la base. Donc ça a été vraiment la plus grosse difficulté, et difficulté encore aujourd'hui, quand on est en mode run et qu'on a passé la phase lancement, quoi. Donc il faut vraiment, en termes d'organisation, ça a été le plus compliqué, mais l'avantage aussi d'être dans un gros groupe, c'est que du coup on a des dirigeants qui sont des vrais sponsors pour le coup, et qui se disent en tant que grand groupe, on se doit d'être exemplaire sur ce genre de méthode. Du coup il faut qu'on change, et voilà, du coup ça nous donne quand même un petit peu plus de possibilités. Donc un fort sponsorship est important. Ouais. Rémi ? Moi, c'est surtout sur la partie agilité à l'échelle. Les difficultés qu'on a rencontrées, elles sont un peu dans la question, c'est la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, derrière un produit digital, on a de l'industrie lourde. On a une voiture qui doit répondre derrière. Donc la multiplicité des technologies, des équipes et des modes d'organisation, c'est une difficulté. Justement, c'est une des missions de Renault Digital, c'est d'accélérer la transformation digitale et d'arriver à diffuser des pratiques agiles dans l'ensemble des entités du groupe. À côté de ça, si on reprend un exemple assez simple, pour développer un service connecté, il va y avoir de l'électronique embarquée, il va y avoir du cloud, il va y avoir des API, il va y avoir derrière un front app ou un front web. Et toutes ces équipes ne travaillent pas forcément sur les mêmes méthodologies, sur les mêmes technologies, sur les mêmes rythmes. Et arriver à aligner tout le monde pour avoir une vision bout en bout et qu'au bout du chantier, tous les petits tuyaux soient alignés, ce n'est pas forcément évident au quotidien. C'est sûr. Mais justement, je pense que moi, ce que j'ai ressenti, c'est au sein du groupe Renault, c'est une vraie volonté justement d'avancer, de se transformer et d'aligner l'ensemble des pratiques. Yannick, même question pour vous ?
Ouais, effectivement, je pense que ça rejoint un peu ce qui est dit là. Nous, le principal sujet, ça a été comment on donne de l'autonomie finalement à l'équipe. Parce que notre conviction, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les meilleures personnes pour faire les choix pertinents sur de l'opérationnel, c'est les gens qui sont au quotidien à fabriquer l'application. Donc comment est-ce qu'on gère cette autonomie? Donc, premier sujet, déjà on a remis tout le monde un peu à sa place, et je le dis positivement, c'est-à-dire que un codir, un comex, son boulot c'est de donner la vision, la stratégie, et c'est pas forcément d'aller voir comment ça va s'implémenter. Donc déjà on remet tout le monde au bon niveau, donc quelle est la vision? Et en fait cette phase elle est très importante, parce que c'est ce qui permet après de bien dialoguer. Le deuxième sujet, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'en fait, on cache rien, on n'est pas dans une logique où on va se dire ah, tiens, on a des problèmes, on va les mettre sous le tapis, avec un peu de chance, ça va se régler. Donc on a mis en place pas mal de moments d'échange. On a un exemple, ce qu'on a mis en place, c'est que tous les 15 jours, on fait ce qu'on appelle un stand-up manager. C'est-à-dire que chaque équipe a un temps d'une heure qui est calé dans les agendas de tout le monde, qui ne bouge pas en fonction de la disponibilité d'un tel ou un tel. Et si les gens veulent savoir ce qui se passe sur le projet, eh ben, ils viennent voir l'équipe présente son avancement. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça inverse un peu aussi finalement la logique hiérarchique, c'est-à-dire que c'est autant le manager qui vient prendre de l'info sur comment ça se passe que les collaborateurs qui peuvent saisir le management pour dire là j'ai un problème que moi j'arrive pas à résoudre en tant qu'équipe. Donc c'est un peu ça en fait les choses qu'on a réussi à Donc la structure top-down est en train d'être un peu la structure top-down est un peu en train de changer. De toute façon en fait l'application elle sort en prod tous les 15 jours. Donc en fait on n'a pas le temps de faire valider, de faire passer par tout un cercle de validation la moindre modification. Donc en fait, et ça aussi c'est rassurant pour le top management en fait, c'est de se dire à l'inverse si avant, on va dire, je lançais mon projet, il sortait 9 mois, un an plus tard. Si j'ai pas donné tous mes inputs dès le début, je suis pas sûr que ce qui sorte soit bon. Là, en fait, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui est sorti, puis 15 jours plus tard, on pourra pivoter si c'est pas bon, etc., etc. Voilà. Alors, on va passer aux questions du public avec plus déjà de 80 questions qui nous arrivent. On va passer à Let's Chat. Pourquoi MyRenault n'a-t-il pas cherché à coalescer avec Waze ou Google Maps? Peut-être que vous le faites. Alors c'est à coexister, j'imagine? Non, c'est coalescer. C'était le mot de vocabulaire de ce matin. Vous l'avez peut-être pas noté dans votre roadmap. Alors, c'est pas le cas, dans le sens où déjà un premier élément de réponse, c'est que Renault a annoncé un partenariat avec Google pour les prochaines générations de voitures. Donc il y a des partenariats qui sont en train de se tisser. Pour tout ce qui est embarqué. Exactement. Le second élément de réponse, c'est qu'on coexiste avec Waze ou Google Maps, dans le sens où c'est pas les mêmes usages. MyRenault, c'est vraiment une application mobile et un site web d'aide à l'usage du véhicule et de préparation du trajet. Dans MyRenault, je vais avoir une partie navigation, où je vais préparer mon trajet. Donc typiquement, pour les fonctionnalités dont je parlais tout à l'heure sur les véhicules électriques, je vais avoir ma Zoé dans mon garage virtuel, je vais sélectionner Nantes, parce que j'ai envie d'aller faire un week-end à Nantes, et MyRenault va me dire où est-ce que je vais devoir m'arrêter. Donc je vais m'arrêter à telle aire d'autoroute, à tant de % de batterie, je vais charger pendant tant de temps. À côté, nous, on va proposer à l'utilisateur de l'hôtellerie, de la restauration, des parcs de jeux pour enfants. Quand l'utilisateur a choisi son itinéraire préféré, il va pouvoir soit envoyer sa destination et son itinéraire à son véhicule, et dans son véhicule, il va se faire guider, soit il va pouvoir l'envoyer à son logiciel de navigation préféré sur son smartphone. Donc typiquement, s'il a Waze ou Google Maps, il va pouvoir les utiliser. Mais la navigation ne va pas se faire dans MyRenault. Par contre, MyRenault va interagir avec Waze ou Google Maps dans le sens où, quand j'ai lancé mon itinéraire sur Waze ou Google Maps, si la borne de charge que j'avais sélectionnée, il s'avère qu'elle a plus de prise disponible, donc que je ne vais pas pouvoir atteindre cette borne de charge-là, MyRenault va envoyer une petite notification à l'utilisateur en lui disant « Attention, ta prochaine borne de charge qui était sur ton itinéraire, finalement elle n'est plus disponible, donc on te propose un nouvel itinéraire et tu peux le renvoyer à nouveau sur Waze ou Google Maps. » Donc on ne les ignore pas, c'est juste que ce n'est pas les mêmes usages. Alors il y a une autre question que je trouve assez intéressante. Comment... Ah, ça vient de changer. Attendez. Ça bouge. Bougez pas. En fait, l'idée, c'était comment être client-centric et ne pas manquer la prochaine innovation que le client n'a peut-être pas encore conscience. Est-ce que, on dit souvent, le client ne connaît pas encore son prochain besoin. Donc, est-ce que l'idée, c'est pas aussi d'être un peu dans la veille et d'être un petit peu plus avant-gardiste que juste se centrer sur les besoins du client actuel? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, c'est très clair. Nous, on a une pratique dans l'équipe projet qui est assez particulière, mais qui a le mérite justement de nous challenger.
Nous, on essaye vraiment de donner la main sur le produit MyRenault aux gens dans nos équipes et justement d'arriver à faire de la veille. Tous les 2 mois, on fait 2 jours dédiés à l'innovation, c'est-à-dire que dans l'équipe, on arrête de travailler sur le projet pendant 2 jours, les 40 personnes. En avance de phase, on demande aux gens de proposer n'importe quel sujet. Donc typiquement, les développeurs, ils vont nous proposer des sujets très tech, très liés à de l'innovation. Nous, côté product ownership, on va regarder les dernières tendances produits. On va faire voter l'équipe sur les 4 sujets qu'ils trouvent les plus sexy. On va se répartir en 4 équipes pluridisciplinaires. Et le but, c'est qu'en 2 jours, on arrive à proposer un petit prototype, un petit POC. Et le sujet qui est élu comme celui ayant le plus de valeur utilisateur, typiquement lié à de l'innovation, on l'intègre dans la roadmap et on fait vraiment en sorte que les collaborateurs contribuent au produit et se sentent vraiment partie prenante du produit. C'est comme ça qu'on essaye de faire de la veille et de ne pas s'endormir sur nos lauriers. Yannick, sur cette question. Oui, alors nous, c'est un peu la même logique. Alors déjà, on a monté chez nous un accélérateur de startups, parce qu'on s'est dit que pour garder un esprit un peu innovant, il fallait qu'on reste connecté à l'écosystème des startups. Donc ça, c'est assez rafraîchissant. Et donc en fait, cet accélérateur de startup, on propose un programme où on met à disposition finalement des compétences internes de l'entreprise des startups qui ont parfois pas les moyens d'une grande entreprise. Donc on peut leur proposer des audits sur leur parcours client, de l'expertise tech sur iOS, ce genre de choses. C'est enrichissant pour les collaborateurs parce qu'on a plus de 160 collaborateurs qui participent à ça et qui en redemandent. Voilà. Et l'autre point, c'est effectivement le hackathon. Enfin, c'est le hackathon qu'on organise une fois par an, qui permet en fait de faire émerger des projets. Donc là, on a une 40aine de projets qui sont sortis du dernier hackathon l'année dernière. Et sur les projets les plus prometteurs, on a aussi une démarche d'intrapreneuriat pour vraiment pousser les gens à innover en interne. Il y a une question qui est très importante dans le type de projet que vous menez, c'est l'échec, en fait, ou le raté. Vous savez, on parle beaucoup de droit à l'erreur, qui reste, semble-t-il, encore un mythe. Est-ce que vous avez été confronté à des erreurs, à des manqués de votre part, et qu'est-ce que vous en avez appris, concrètement ? C'est toujours plus dur de répondre à cette question. Moi, je pense que l'erreur, ça a été pas d'aller plus vite en mode agile. Honnêtement, au début du projet, c'était pas totalement dedans. Et en fait, par la force des choses, on a été obligé de le faire parce qu'on se rendait compte qu'on perdait du temps et que c'était beaucoup plus simple quand on était vraiment en direct avec tous les intervenants, que ce soit les développeurs, les designers, les clients, etc. Donc voilà, pour l'échec. Moi, j'ai pas vraiment d'exemple en tête de gros échecs, dans le sens où le produit il est assez neuf. Ça fait 1 an et 3 mois qu'on travaille dessus et on a commencé à le déployer il y a maintenant 7 mois. Juste sur la partie droit à l'erreur, le gros avantage qu'on a, en tout cas sur la partie logicielle, c'est que justement on peut se tromper et s'il y a un bug on le corrige, on relivre en production et l'équipe elle est réactive, elle est là au quotidien. Si on veut relivrer l'application mobile et faire une mise à jour, on le fait demain matin. Si on veut relivrer le site web, on fait pareil. Donc je pense que justement l'erreur c'est pas se lancer et pas essayer. Et justement on apprend en marchant. Okay. Oui, effectivement, je pense que des erreurs, en fait, on en fait un peu tout le temps. Il faut qu'on apprenne à vivre avec. Après, ce qui change, en fait, c'est l'impact de l'erreur, encore une fois, sur faire une grosse erreur, c'est-à-dire se planter complètement de cible sur un projet de 9 mois. Oui, là, c'est un problème. On a dépensé des millions d'euros et on s'est planté le client, ça ne marche pas. Faire une petite erreur au bout de 15 jours, voir que ça marche pas. Et en fait, c'est ça qui est important. Et c'est là-dessus qu'on incentive vachement les équipes, en fait, c'est de se dire... Parce qu'en fait, on leur donne beaucoup d'autonomie. Donc, on leur dit, vous avez de la liberté sur les choix que vous allez faire de priorisation de vos fonctionnalités. Et par contre, le prix à payer derrière, c'est qu'elles le suivent. Et donc, en fait, on les incite à dire, j'ai poussé telle fonctionnalité, je pensais que ça allait apporter ça à mon utilisateur, ça a marché, ça n'a pas marché, et du coup, qu'est-ce que j'en déduis ? Et moi, j'ai une dernière question qui est remontée que je trouve assez intéressante. C'est, vous êtes très jeune sur le panel ici. Profitez-en, ça change vite. La question, c'est finalement comment vous gérez l'intergénérationnel ? Puisque dans l'entreprise, il n'y a pas que des représentants d'une génération, entre guillemets, dite plus connectée. On imagine que vous avez en dessous de vous peut-être des personnes plus âgées. Exactement. On leur parle pas. Donc on a trouvé la solution à la transformation digitale. Non, au contraire, l'agilité, au-delà de tout ce qu'on en dit, c'est vraiment un état d'esprit. Et c'est assez agréable de voir des gens qui ne sont pas du tout issus de la même génération, des gens qui travaillent depuis 10, 20 ou 30 ans chez Renault et qui vont se prêter au jeu, voir que justement on peut reprioriser le backlog, que toutes les 3 semaines on peut changer d'avis, on peut se tromper, on peut essayer. Et je pense qu'il faut juste se lancer, pratiquer et les gens généralement sont plutôt vite convaincus.
Et qui peuvent aussi vous ramener leur expérience. Exactement, sur justement l'expertise du milieu automobile, que nous, on n'a pas du tout. Oui, c'est un peu ça. Je pense qu'il ne faut pas être dans le cliché en fait de l'âge de la personne va changer la façon dont ça contribue. Nous, on pense qu'il y a tout le monde apporte en fait sa pierre à l'édifice. C'est ce qu'on se disait là en fait sur la partie expérience. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir des gens qui ont vu différentes situations projet aussi, qui peuvent peut-être nous aider à pas refaire des erreurs qui ont déjà été faites par le passé.